Voilà, Mohamed Ali, notre invité ce matin, il est exceptionnel. Kémy Seba, bonjour. Bonjour mon cher frère. Vous êtes, on vous présente comme l'une des figures de proue de la lutte pour le panafricanisme. C'est bien ça? A priori, oui. Sinon, en Afrique, on me présente comme ça. En France, on me présente comme un extrémiste. Vous préférez quoi? Qu'on vous présente comme un extrémiste ou une figure de proue? Kémy Seba. Vous préférez quoi? Kémy Seba. De toute façon, vous êtes président d'une ONG. Ouais, de Urgence panafricaniste. Panafricaniste. Donc vous êtes panafricaniste. Ça, c'est sûr. Ah non, c'est ma mission de vie et c'est... je pense que l'on retient. L'extrémiste panafricaniste, puisque vous avez dit qu'en France, on vous présente comme ça? Non, non. Lorsque le regard du gouvernement français ne me concerne pas, par contre, le prolétariat français me considère comme un résistant africain. D'accord. Mais les Africains, le regard des Africains, ça vous intéresse? Voilà. En Afrique, on vous présente comme un résistant panafricain. Voilà. N'est-ce pas? Exactement. Kémy Seba. Voilà. Enchanté, mon frère. Je suis ton interview à la Mohamed Ali depuis longtemps. D'accord. Et étant donné que Mohamed Ali est l'une de mes figures tutélaires, je suis très touché par le concept de ton émission. Ça fait plaisir. Et voilà, j'espère que le plus de personnes possibles vont suivre au fur et à mesure cette émission qui est déjà très suivie ici en Guinée. Merci Kémy. Commençons ce débat donc par Afrique-France, le sommet Afrique-France, comme ils veulent qu'on l'appelle depuis 2010 maintenant. Le sommet Afrique-France. Ça a eu lieu ce vendredi à Montpellier, c'est en France. Vous l'avez suivi? Je l'ai suivi, oui. Entre deux interviews et entre deux réunions politiques, parce que c'était très chargé ici en Guinée, mais je l'ai suivi. Oui. Vous l'avez suivi donc à distance, vous n'avez pas été. Ah non. Vous n'avez pas été invité. Macron ne peut pas inviter quelqu'un qui a cerné son jeu depuis longtemps. Parce que le sommet a eu lieu, c'est tenu dans un format un peu plus différent. Cette fois-ci, il n'y a aucun représentant d'institution filiale, il n'y a pas de chef d'État, il n'y a pas de président de la République, que des jeunes et des représentants de la société civile, comme on le dit. Hein? Comme ils le disent. La vraie force. Le dit. Comme on le dit, la vraie force de l'Afrique. Le président Macron s'est entretenu avec la jeunesse africaine, avec le futur de l'Afrique, comme on le dit. C'est pas la perception que vous avez, vous en rigolez? J'en saurais un peu. Bon, déjà, il faut qu'on sache une chose, c'est très important ta question. Moi, je n'ai rien contre les frères et sœurs. De manière générale, ce sont les miens, ce sont nos semblables. Oui. Et il y a toujours l'impérialisme et le capitalisme a toujours profité parfois de la naïveté de certains d'entre nous pour asseoir sa domination. Okay. Emmanuel Macron et le gouvernement français de manière générale, comme le capitalisme, ont toujours eu l'intelligence de faire des mises à jour par rapport au format de leur domination. Ils ont compris aujourd'hui que les élites sont complètement discréditées par la plupart de nos populations. Okay. Et ils ont compris, comme le disait Zbigniew Brzezinski, que le XXIe siècle serait le siècle du transfert du pouvoir qui était auparavant aux mains des élites et qui arriverait au fur et à mesure au niveau de la base. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Comme USAID, ils ont compris qu'il faut se tourner vers la jeunesse parce que les dernières années prouvent que c'est nous autres de la société civile qui donnons l'heure aujourd'hui politiquement. On est plus suivis que la plupart de nos dirigeants politiques. C'est une réalité. Et donc Emmanuel Macron sait qu'il y a une tendance aujourd'hui profondément hostile, non pas au peuple français. Moi, le prolétariat français n'est pas mon problème, sauf ceux qui n'aiment pas les Noirs, évidemment. Mon problème, c'est l'oligarchie néolibérale française, dont Emmanuel Macron est le plus grand représentant. Et donc, par conséquent, des gens comme nous, des gens comme ma chère sœur et amie Nathalie Yamb, des gens comme le frère Bandakani et autres, il y a un axe qui s'est créé, même si on peut avoir des nuances sur certains points, mais on se retrouve sur l'essentiel, qui est qu'il faut une rupture épistémologique avec l'oligarchie française. Alors, quand ils disent que cette rencontre doit redéfinir les fondamentaux des relations qui existent entre la France et l'Afrique, pour vous, est-ce que ce n'est pas une opportunité à saisir? Non, je pense que c'est en réalité un agenda qui est depuis un certain temps placé par la France, qui a compris, par l'oligarchie française, qui a compris qu'il faut discuter désormais, trouver des nouveaux interlocuteurs pour cette France-Afrique au sein de la société civile. Ils ont compris. Ils veulent trouver des interlocuteurs. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Mais avec ces interlocuteurs-là, ils veulent redéfinir les relations qui existent entre la France et nous. Ça veut dire que la France-Afrique, comme on l'a connue avec nos anciennes élites, si on peut les dire ça comme ça, si on peut dire cela comme ça, ils n'en veulent plus, même en France. Ta question est vitale. Ta question elle est très importante. Et ils veulent redéfinir le format de la prédation france-africaine en changeant simplement les personnes avec lesquelles elle parlait. Auparavant, c'était des présidents corrompus. Ils sont discrédités. Maintenant, on va prendre des Africains cooptés au sein de la société civile. Et regarde ce qui est très important. Hier, il y a eu des propos. On ne peut pas dire que tous les propos qui ont été énoncés étaient des propos de valets de l'impérialisme français. Mais ils n'ont pas eu la lucidité de comprendre qu'en participant simplement à ce sommet, ils contribuent au narratif de la reformulation du néocolonialisme 2.0. Je m'explique très rapidement, c'est très important. C'est que l'objectif d'Emmanuel Macron, c'était pas d'entendre de l'Atalakou hier au sommet.
de ce vendredi au sommet. Vous pensez qu'il y a eu des Atalakou? Non, justement. Bah, il y en a eu quelques-uns, mais la majorité, objectivement, ils ont exprimé un sentiment qu'ils suivent sur les réseaux sociaux des leaders d'opinion que nous sommes et que d'autres sont. Ça a été relayé, c'est cette chose-là. Mais ils n'ont pas compris qu'en participant à ce sommet, ils ont accrédité la thèse d'Emmanuel Macron qui dit que, parce que nous, dans nos manifestations, on dit qu'on veut une rupture avec l'oligarchie française. On ne dialogue plus avec vous. Qu'est-ce que vous aurez voulu Finissez la thèse. J'y vais. Je brûle de questions. Bien sûr, il faut les poser. Poser des questions précises, mais finissez votre thèse. Il faut les poser. Mais simplement, ils auraient voulu, dans leur démarche, les autorités françaises, avoir des personnes qui, même si elles leur disent oui, on n'aime pas ce que vous faites là, mais on veut que vous changez ça parce que au final, on veut continuer à avancer avec vous. Or, il y a une autre tendance en Afrique, au sein de la jeunesse africaine. Ce sont les réunions de masse que l'on voit, les manifestations de masse. Ça, c'est votre tendance à vous? En Afrique francophone, j'en fais partie. Oui, je pense que j'en suis. Les radicaux. Pas les radicaux, c'est les majoritaires. Aujourd'hui, ce sont ceux qui réunissent les... Donc les radicaux sont les majoritaires. Ce sont ceux qui réunissent les milliers de gens en Afrique, c'est nous autres. Parce que ce que vous proposez, c'est du radicalisme qui est... Mon frère, pas ça? Mon frère, je veux juste développer ce propos, c'est très important. Allez-y. Tes questions sont importantes, je veux juste que les gens comprennent. C'est que, donc, la majorité de la population, ceux qui ont fait justement les mobilisations contre la France-Afrique, contre le néocolonialisme, c'est ce qui a poussé, ce que nous-mêmes nous avons animé à travers le Front anti-CFA, ce que nous animons jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui a poussé Emmanuel Macron à faire ses rafistolages sur la question de la monnaie, France CFA déguisé en éco avec toujours un taux de change fixe arrimé à l'euro, etc., etc. Là où nous on veut un taux de change flexible arrimé à un panier à devises. Maintenant Macron se dit, la meilleure façon de conquérir, c'est toujours diviser pour régner. C'est-à-dire que la jeunesse africaine a envoyé un fort message depuis ces dernières années, à travers nos activités, et ceux de quelques autres, c'est de dire que nous ne voulons plus dialoguer avec l'oligarchie française. Macron dit, vous pensez ça? On va trouver des Africains qui, même s'ils sont mécontents, comme vous, de la situation, veulent le dialogue avec nous parce qu'ils veulent en réalité une meilleure histoire. Vous pensez que ceux qui ont discuté avec Macron hier ne sont pas authentiques? Ce n'est pas la question. Oui, c'est la question que moi j'ai envie de vous poser. Parce que c'est comme s'ils n'avaient pas de crédit, ils ne devraient pas représenter l'Afrique à ce sommet-là. Si vous étiez à ce sommet, j'aurais refusé. Parce que je vais vous dire clairement. Vous aurez refusé d'aller? Vous savez, quand on est dans un couple, vous pensez qu'on va donner du crédit à quelqu'un qui a passé son temps à tabasser vos parents et qui dit maintenant il veut reformuler une nouvelle relation en s'adressant aux enfants. Il a manqué de respect à nos aînés, ils ne vont pas changer. Et comment il doit réparer ça? On n'a pas envie qu'il réparent. Nous, c'est à nous de le réparer. C'est pourquoi peut-être c'est à nous de le réparer. Macron défend ses intérêts. Il faut qu'on soit clair. Je vais vous dire très clairement. Je n'en veux pas au néolibéralisme. Je n'en veux pas au néolibéralisme de vouloir être dans leurs intérêts. Macron, c'est la même chose. Mais vous ne pouvez pas être contre. Même le président guinéen est censé défendre les intérêts de la Guinée. Il ne le fait pas. Le président béninois, le président ivoirien, ainsi de suite. Mais c'est qu'ils sont censés faire. Vous ne pouvez pas en vouloir à Macron parce qu'il défend les intérêts de... Mais justement, vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. D'accord. Répétez ce que vous avez dit parce que je n'ai pas entendu. Répétez ce que vous avez dit. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'écoute. J'essaye de t'écouter. Mon frère, je dis et je répète, mon problème n'est pas que le capitalisme français veuille préserver sa domination, c'est leur rôle. Il faut qu'on arrête d'être toujours dans ce climat de victime. C'est pour ça que hier, quand j'entends des gens, oui, mais vous faites ceci, vous faites cela, etc. Oui, vous continuez à nous bombarder. Ils savent très bien ce qu'ils font, les autorités françaises. C'est la seule façon de maintenir le rang de la France à l'échelle internationale. Mon problème n'est pas que Macron veuille préserver ses intérêts. Mon problème, c'est qu'on ne comprenne pas que Macron est en train de perdre du terrain et sa seule façon de continuer à préserver sa domination, c'est de maintenir un dialogue avec une partie de la jeunesse africaine pendant qu'une autre grande partie de cette jeunesse, qui est la majorité, objectivement, à travers les mobilisations. Moi, ce que je ne comprends pas, et a décidé de ne plus dialoguer avec et de choisir d'autres interlocuteurs. C'est tout ce que je dis. Non, mais vous avez décidé, vous m'avez dit ici, que même si vous étiez invité, vous ne serez pas à Montpellier. Il y a des limites, quand elles sont dépassées, on demande le divorce. C'est tout ce que je dis. Et quand je dis le divorce, je ne parle pas encore une fois avec le prolétariat français, je parle le divorce avec les élites françaises. Comment cela doit se faire? Parce que ça, c'est du radicalisme. On appelle ça en géostratégie le renversement des relations diplomatiques. Il peut y avoir, je veux dire que le rapport diplomatique, le rapport avec le monde ne se résume pas à la réalité de l'Afrique avec la France. Il y a d'autres partenariats économiques dans le monde. On ne peut pas toujours nous maintenir dans cet assistanat politique qui consiste à dire que on doit ça doit commencer par leur dire ça doit commencer par leur dire qu'on n'en veut plus, non? Je vais dire ça doit commencer par dire à la France qu'on ne veut plus de cette façon, non? Mais justement, il faut insister là-dessus. Je vais vous montrer des discours si vous on va revoir. Vous connaissez Aliouba? C'est un Guinéen, je crois. Oui, je connais pas. C'est un jeune politique. J'ai connu son nom il y a 3 jours. À 3 jours. Ouais. Aliouba. Ouais, Aliouba, il était à ce sommet. Je vais vous montrer son discours, ce qu'il a dit. On va voir ça ensemble si vous permettez, bien évidemment. C'est vrai que il y a de nos dirigeants qui sont légitimes. Il y en a beaucoup qui ne le sont plus. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de vous demander de vous occuper de nos dictateurs.
Nous le faisons et nous continuerons de le faire. Moi, je viens d'un pays, la République de Guinée, qui vient de se débarrasser de quelqu'un qui voulait encore mourir au pouvoir. Et c'est que nous voulons rebâtir à partir d'aujourd'hui, Monsieur le Président. La confiance mutuelle, elle est fondamentale. Mettons de côté tout ce qui peut entraîner le préjugé, la suspicion, les petits calculs. Certes, c'est politique, mais des questions de ce type, nous, Africains, nous voulons que vous vous positionnez comme étant un partenaire qui travaille, un partenaire des peuples africains, non pas un partenaire des syndicats de dirigeants. Je suis content. Je pense que tu as choisi le meilleur moment de ce sommet et qui résume à la perfection ce sommet. La première partie, la première partie, non, je veux même pas faire de qualificatif. Mon problème n'est pas mon frère. Pour vous, c'est quoi ce genre de discours? Non, je parle pas de votre frère, je parle de son discours. La première partie du discours, c'est un constat qui rappelle que la jeunesse, elle est, entre guillemets, assez mature pour se débrouiller elle-même. La deuxième partie du discours, c'est une demande pour qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant pour maintenir une relation, mais plus belle, entre la France et l'Afrique. Et c'est mieux comme ça, non? Et je te dis, il y en a qui veulent le divorce avec les autres. Bah justement, ceux qui veulent le divorce comme vous êtes des radicaux, justement. On pense que vous partez trop loin. Tu sais ce que disait... Non, si ce que tu disais était vrai, le on pense... Ces personnes-là seraient plus représentatives que nous. Or, aujourd'hui, elles sont de très loin beaucoup moins suivies, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue, que nous autres. Donc, qui sont les radicaux? Parce que ils sont radicalement... Vous savez, c'est différent. Non. C'est pas parce que vous êtes aujourd'hui suivi. Allez-y. Mais en même temps, par moment, c'est trop facile de dire parce qu'on est juste plus suivi que celui-ci, donc je suis plus authentique. Quand tu dis on, normalement, c'est censé représenter quelque chose de majoritaire. Or, tu es minoritaire dans ton propos par rapport aux propos qu'on énonce. C'est simplement un constat arithmétique. Moi, j'aime parler de manière concrète. Tu comprends ce que je veux dire? Et je dis... Et d'ailleurs, moi, tu remarqueras que je dis une partie. J'ai l'humilité de dire une partie, quand même majoritaire de la jeunesse, pense. Or, vous dites souvent on, alors que vos propos sont minoritaires dans l'opinion publique africaine. Je dis que Aliouba, que je ne connaissais pas, je me suis renseigné un petit peu sur lui, objectivement, on ne peut pas dire que son opinion soit une opinion partagée par la majorité de la jeunesse africaine. Ce qu'il dit quand il énonce qu'on veut maintenant un partenariat gagnant-gagnant, on veut avancer dans un climat mutuel de confiance. Mais nous, on connaît la nature du gouvernement français. Moi qui te parle, je suis né en France. Tu comprends ce que je veux dire? Je connais les mécanismes de la prédation capitaliste de l'oligarchie française. Je sais déjà comment ils maltraitent le prolétariat français, comment le prolétariat français est persécuté par ce régime-là. Alors qu'en est-il encore plus de notre peuple africain et de la diaspora? Je vous regarde dans les yeux, Kémy, j'ai l'impression que vous dégagez de la haine. Oh, mon frère, pas toi. Pas toi, Mohamed. Tu es un journaliste brillant. Pas toi. Vous allez me caresser pour ne pas... Non, j'ai pas besoin de te caresser. C'est mon constat. Parce que je suis en train de dire... Non, mais quand je vous entends parler, vous dégagez quelque chose que vous avez envie d'exposer. C'est pas le cas? La haine, tu m'aurais vu faire des scènes de violence depuis. Non, ça s'exprime pas. J'ai la possibilité de lever un doigt. Je sais. J'ai la possibilité de lever un doigt. Qu'est-ce que vous êtes en train de... Quelle image à protéger? Je suis quelqu'un de... Vous êtes un modèle de plusieurs... Je suis pas modèle. Comme disait Tupac. Non, je suis pas modèle. Non, vous êtes suivi. Oui, suivi. Vous influencez. Oui, ça c'est certain. Donc on va pas parler de vous maintenant là tout de suite. J'ai juste envie de savoir. Donc pour vous, Aliouba et son discours ne sont pas des représentants, ou plutôt sont des représentants illégitimes de l'Afrique à ce sommet-là. Frère, je dis juste une chose. Oui. Ce que Macron voulait entendre, c'est la deuxième partie du discours d'Aliouba et de la plupart des autres intervenants de ce sommet. On veut une relation apaisée, un peu plus saine avec la France. Eh bien, il y a une partie non négligeable, pour ne pas dire majoritaire, de l'opinion publique africaine qui sait que comment dirais-je, cette relation plus saine avec la France n'est pas possible, parce que si la France traite de manière égale avec nous, elle perd son avantage au niveau du monde. Le rang de 5e puissance mondiale de la France tient du fait qu'elle est assise sur notre cou. Alors justement, je vais vous montrer un discours qui s'approche de ce que vous êtes en train de dire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous connaissez la dame Ada Diko du Mali? Si, j'ai vu. On va en parler. On va en parler. Pareil. Vous l'avez vu elle aussi? Pareil. Vous avez vu son discours? J'ai vu son discours hier soir. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Nous sommes liés, nous sommes liés, nous sommes liés. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non, parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Je ne vous culpabilise pas. J'essaie de restaurer justement un dialogue réciproque et de respect. Oui. On n'est pas là simplement pour nos intérêts quand on arrive au Mali en 2013. C'est un fait.
Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye, et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Donc l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. Prenez votre responsabilité et surtout arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. On est ensemble. On a un ennemi commun. On le combat ensemble. Et pour finir, ces sorties ces derniers jours entre vous et les autorités maliennes, c'est juste une honte. Est-ce que... Elle a dit une phrase magnifique. Elle a dit, on a un ennemi commun. L'ennemi de cette sœur, il est devant elle. Ma question, c'est est-ce que vous reconnaissez un tout petit peu dans son discours, parce que celle-ci est un peu plus agressive, non? Elle va un peu plus donc dans tu m'assimiles à l'agressivité. Non, je suis en face de vous. Je ne dis pas derrière vous. Tu m'assimiles à l'agressivité. Non, je te pose une question. Non, je vous pose la question. Moi, je vous pose des questions. Moi, je vous pose des questions. Non, bien sûr. Moi, je vous pose des questions. Non, Kémy, je vous pose des questions. Kémy, ouais, on va détendre 30 secondes. Et on va revenir sur le sujet. Non, mais je ne vais pas oublier le propos, s'il te plaît. Je te laisse poser ta question, mais elle a dit on est ensemble. Je dis que, et c'est ça l'épine dorsale de ce sommet, on en revient toujours à la même chose. Quand c'est le docteur Khalid Mohamed et avant lui l'honorable Aïdja Mohamed qui disait celui qui ne connaît pas son ennemi est voué à finir dans son assiette. Macron, quand elle est en face de lui, elle résume de manière parfaite. La Libye, tout le monde le sait, c'est ce qu'on dit depuis des années, mais c'est très bien si elle veut le dire devant, sachant que lui, il le sait très bien, qu'il le reconnaît même publiquement, que c'est l'oligarchie occidentale et donc française aussi qui a contribué à détruire la Libye et à déstabiliser le Sahel. Ça, on le sait. Le terrorisme, etc., dire qu'on a un ennemi commun, mais le terrorisme arrange qui et qui, en réalité, travaille en sous-main avec une certaine partie de terroristes aujourd'hui. Le véritable fournisseur du terrorisme, c'est la déstabilisation de nos États, c'est Emmanuel Macron, c'est le gouvernement français. On n'est pas ensemble avec eux. Quand nous, on veut pacifier nos pays, dialoguer avec toutes les composantes de nos pays, c'est Macron et ses sbires. Et donc le néolibéralisme français qui disent aux Africains ne parlez pas avec tout le monde, ce n'est pas bon, pendant que eux, quand ils ont des otages, ils parlent directement avec ces terroristes, ils traitent avec ces terroristes. Sur certains points, il y a un certain nombre de rapports aussi de condamnation. Julian Assange, de sa situation d'enfermement, en parlait lui-même, de l'implication et du financement d'un certain nombre d'entités terroristes par les chancelleries occidentales et notamment les chancelleries françaises. Et donc, ce que je dis et ce que je répète, c'est très important de le dire, quand vous vous présenter devant une entité qui n'a que pour seul intérêt de vous voir à genoux, lui dire oui vous avez fait ceci, vous avez fait cela, on a un ennemi commun, arrêtez d'eux. En disant cela, vous le mettez dans le camp du bien alors que c'est votre adversaire politique. Connaissons notre ennemi. Et c'est juste ce que nous disons. Notre ennemi n'est pas le prolétariat français. Est-ce que vous vous reconnaissez dans son discours? Non, pas dans ce propos. Parce que ce qu'elle vient de dire à Macron. Je vous dis clairement. Le constat qu'elle a fait sur la Libye, oui. Le constat qu'elle a fait sur le Mali, qu'ils arrêtent de dire que oui, vous venez pour nous aider, etc. Bien sûr que je partage ça avec elle. Okay. Je peux partager ça et partager moins d'autres choses parce que je sais qu'au Mali, comme le dit le député malien Adama Bendiara, qui est le leader du mouvement Yerewolo, la sœur n'a pas toujours eu une position qui était alignée sur nos convictions de souveraineté. Ça, c'est autre chose, c'est un droit, c'est la démocratie, d'accord? Mais ce qu'elle a dit là, sur ces parties-là, est intéressant. Malheureusement, c'est annihilé par le « nous sommes ensemble ». Nous ne sommes pas ensemble et c'est pour ça qu'il ne fallait pas participer à ce sommet. Si nous ne sommes pas ensemble. On va revenir sur pourquoi il ne fallait pas participer. Si vous étiez, imaginons-le, les miracles, ça existe, non? Oui, je crois profondément au miracle, j'en ai vécu beaucoup. Alors, par miracle, vous vous retrouvez devant Macron, président de la France. Vous lui direz quoi? Dans les yeux, vous le regardez, vous très clairement, quoi? Je lui dirais, oui, très simplement, que l'heure du divorce a sonné avec la jeunesse africaine, avec la population africaine, que l'heure du divorce a sonné entre l'Afrique et l'élite française, et que désormais, nous autres, nous allons parler avec le prolétariat français qui souffre aussi. Comme le disait Thomas Sankara, l'ennemi des peuples, ce n'est pas les peuples, c'est le capitalisme. Je les aime profondément. Des instruments je les aime profondément. Non, qu'on soit clair. Qu'on soit très clair. On les a instrumentalisés. Qu'on soit très clair. Oui, j'en connais certains. Il y en a que j'aime. Oui.
et qu'il y en a qui se sont fait instrumentaliser vraiment bêtement. Il y en a d'autres qui sont avides. J'en connais un qui était très proche de nous, que je ne citerai même pas. Des journalistes ou des animateurs radio, etc. Attends, je cite pas de nom, moi. Moi, je cite pas. J'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai grandi. Je vais pas me salir la langue. Des gens qui étaient avec nous. C'est juste pour notre compréhension. Il y a des gens qui étaient avec nous. C'est Claudie. Si tu veux, tu es intime. C'est lui ou c'est pas lui? Siar Claudie ou quoi que ce soit qui était avec nous à une certaine époque et qui devient maintenant le maître de cérémonie d'une discussion entre la France et l'Afrique. Bien sûr que c'est Claudie. Eh bien, moi, je dis juste une chose. Ces personnes-là, malgré mon... J'en parlais avec un certain nombre de frères, ceux que j'ai cités, de sœurs que j'ai cités hier, Nathalie Yamb et compagnie, oui. Et d'autres personnes d'Afrique Média et ce qui s'ensuit. Sincèrement, il y a de quoi... Ils ont été instrumentalisés. Ils ont été pire qu'instrumentalisés, mais il y en a d'autres qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Parce que le problème, c'est qu'il y a au sein de notre population, et ça l'oligarchie française et occidentale le sait, qui ont toujours été avides de reconnaissance vis-à-vis de la France. Il y a ce complexe d'infériorité intense et profond chez certains d'entre nous. Maintenant, quelle va être votre relation entre vous et ces jeunes qui vont revenir avec un financement, comme vous l'avez dit, de la France pour la démocratie? Vous allez lutter contre eux? Vous allez leur barrer la route parce que vous connaissez déjà leur intention? Qu'est-ce que vous allez faire? Dans un livre qui, au final, s'annonce très prophétique, Black Nihilisme, mon deuxième ouvrage, en 2014, j'avais parlé de la lutte contre le globalisme néolibéral sur le continent africain et de la cooptation d'un certain nombre de mouvements citoyens par des oligarchies occidentales. On est exactement dans cette situation, sauf que maintenant, il y a une addition du processus néocolonial de la France-Afrique avec justement la problématique du globalisme néolibéral. Et c'est ce qui fait qu'auparavant, c'était des George Soros uniquement qui finançaient, ou des USAID, parfois des fonds de l'Union européenne en effet. Maintenant, c'est clairement la France-Afrique qui dit « je viens vous financer pour lutter contre des dirigeants ». Vous allez faire quoi avec ces jeunes qui vont revenir? Un Aliouba qui revient en Guinée, un Ada qui revient au Mali, tous les autres qui rentrent dans leur pays. Vous allez faire quoi? Parce que vous connaissez leur intention. Et vous savez qu'ils ont été instrumentalisés. Vous allez faire quoi? Vous, les radicaux. T'as l'air agressif, mon frère, là, quand même. D'accord. Peut-être que vous me contaminez, vous voyez? T'as l'air un peu agressif. Non, moi, je souris, toi, dans la parole. Hein? Mon frère, t'allais casser quelque chose. Calme-toi. Faut pas couper, hein. Alors, vous avez vu, vous m'avez contaminé, c'est contagieux, votre façon de parler en même temps. Je te réponds, mon frère. Vous allez faire quoi? Gramsci parlait de la bataille culturelle. C'est quelque chose dans laquelle je me reconnais. Tout le monde sait que je suis un amoureux fondamental des débats. Pas un amoureux parce que j'aime les jeux de verbal pour les jeux de verbal. Moi, je crois à la bataille des idées. Je crois que notre ontologie fait que il faut éviter parfois la barbarie de l'arme matérielle et privilégier l'arme intellectuelle, l'arme idéologique. Maintenant, si d'autres personnes sont dans la possibilité d'avoir des moyens coercitifs et de répression contre nous parce qu'ils sont en désaccord, eh bien là, la résistance se fera sur le même terrain que ces derniers. Alors, vous allez faire quoi avec ces jeunes? Je n'ai toujours pas de précision. Je n'ai pas compris. Ah, donc peut-être que c'est mon... Oui, vous parlez peut-être pour français. Non, pas question de français. Non, vous allez comprendre. Oui, le fond... Expliquez-moi un Aliouba qui revient par exemple. Quel sera votre confrontation idéologique sur le terrain? Je ne vais pas aller le sortir d'un hôtel et le gifler parce qu'il exprime une autre opinion que moi. Ça, ce sont les gens agressifs. D'accord. Comme quand tu étais tout à l'heure en train de t'énerver sur le micro, je te taquine, qui vont réagir comme ça. Moi, je ne suis pas dans cette démarche-là. Je pourrais l'être, je pourrais appeler à la violence en un espace de seconde. Est-ce que vous vous rendez compte que ceux contre qui vous luttez deviennent de plus en plus forts jusqu'à... Ils sont forts financièrement. Jusqu'à vous opposer, vous les frères d'un même pays, d'un même continent, ils vous opposent. Ils sont extraordinaires. Mais justement, ils sont extraordinairement forts. Ils le font. Ils sont très forts. C'est comme si la bataille était perdue d'avance. Non, la bataille n'est pas perdue d'avance et c'est parce que la France, l'oligarchie française, est dans une situation désespérée qu'elle tente. Vous pensez aujourd'hui que la France est dans une situation désespérée? Ils sont en train de perdre du terrain en Centrafrique, ils sont en train de perdre du terrain au Mali. Scoop que je te donne, ils sont en train de perdre du terrain. Et d'ici très prochainement, et je co-organise avec d'autres mouvements les mobilisations aussi contre la présence du néocolonialisme français au Burkina Faso. Tu vas voir ce qui est en train de se passer. La France est en train de perdre un terrain de manière spectaculaire et c'est pour ça qu'il drague aussi bien mes frères et sœurs dans la diaspora et on va recommencer à occuper quel que soit ce qui arrive, vous ne dialoguerez jamais avec pas Macron, pas l'Élysée. La seule chose qui pourrait faire que je me retrouve devant un président français, la seule chose, c'est si par accident de l'histoire je deviens président d'un pays, donc du Bénin a priori, et par la force du destin, d'accord. Ça fait partie de vos projets? Moi, mon seul projet, c'est de servir mon peuple. Je cherche pas à savoir si je... En tant que président de la République? Non, pas forcément. J'ai l'impression que j'ai plus de... Mais est-ce que ça est dans votre calendrier? Pas forcément.
à long terme, je veux dire, pas maintenant là. Très clairement, mon frère, je te le dis sans langue de bois. Politique institutionnelle. Comme disait Luther King quand on lui a proposé d'être secrétaire d'État aux États-Unis, donc ministre des Affaires étrangères, il a dit que son impact est beaucoup plus grand en tant que leader des droits civiques et il ne s'est pas trompé. Le président de l'époque. Donc c'est exclu que vous soyez président. Pas exclu. Rien n'est exclu. Parce que c'est seul Dieu qui est maître du temps. Super. Tu vois, il n'y a de Dieu que Dieu et c'est que lui qui est maître du temps. Et c'est lui qui est maître du destin. Mais il n'est pas maître de vos opinions. Hein. Il n'est pas maître de mes opinions, mais il est maître de mon destin. Il n'est pas maître de vos agissements. Il est maître de mon destin. Quand vous décidez de faire quelque chose, ce n'est pas Dieu qui décide à votre place. Absolument pas. Tu es maître de ton destin. Il est maître de ton destin. Il est maître de ta finalité. C'est lui qui trace le chemin, mais il te laisse le libre arbitre. Non, tout ça dans ce discours. Puisque c'est pas ça l'objectif. Moi, je suis de ceux qui croient que Dieu nous a donné l'intelligence et il nous juge à cause de ça. Nous sommes responsables de nos choix. C'est pourquoi le paradis et l'enfer existe. On appelle ça comment? D'accord, certains appellent ça le Mektoub, n'est-ce pas? Kémy Seba. Vous êtes venu en Guinée. Vous êtes venu en Guinée. Maintenant, on vous reçoit en Guinée. Sinon, en 2018, vous avez manqué votre atterrissage à Conakry. On n'a pas voulu vous laisser entrer. Alpha Condé était encore président. C'est pas c'est Alpha Condé, son régime. Alpha Condé, moi quand je l'utilise, je parle pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites et ce que vous avez fait. Quand je prononce le 11, c'est généralement dans ça. Je ne sais pas, j'ai pas d'unité de mesure de la majorité. C'est vous qui avez cette unité-là. Et je ne suis même pas d'accord avec ça. La majorité, quand vous le dites, moi je ne sais pas du coup sur quoi vous vous fiez pour parler tout le temps de majorité et de minorité. Est-ce qu'on peut parler? Oui, on peut parler. Je peux te démontrer des questions. Je peux te démontrer les choses très simplement. Très bien. Tu sais, aujourd'hui, et c'est un avantage qu'on a par rapport à hier. Hier, une audience ou une influence pouvait être quantifiée uniquement par les dires et le narratif des médias, des masses médias occidentaux et par la suite des quelques médias officiels africains qui souvent étaient tenus par les dirigeants. Ça, c'était. Et ce que je te dis là, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un homme comme le journaliste belge Michel Collomb. J'aime toujours parler avec des références. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont brisé le monopole de la quantité qui était auparavant et de la représentativité qui était auparavant détenue par ces masses médias. Aujourd'hui, on peut quantifier de manière extrêmement précise qui représente à une certaine échelle de valeur quoi et qui représente moins. Sachant que ce n'est jamais une donnée totale ou surreprésentative parce qu'il y a des gens aujourd'hui même qui n'ont pas Internet, d'accord, et qui par conséquent ne peuvent pas être comptés dans le bilan de ceux qui ont, entre guillemets, l'influence. Mais c'est devenu une unité de mesure. Il y a des présidents qui dépensent des millions de francs CFA, encore plus de francs guinéens, ou des millions d'euros, pour avoir une présence sur les réseaux sociaux, parce qu'ils disent qu'aujourd'hui, l'opinion publique se joue sur ce terrain-là. Donc, quand on dit que des personnes ont une audience certaine, que d'autres ont une audience supérieure, c'est pas moi qui ai inventé le terme influenceur, mon frère. Et j'ai pas envie de faire des comparaisons, parce qu'on n'est pas en train de faire un concours de celui qui a la plus grosse. C'est ridicule. C'est vous qui avez non, parce que c'est vous qui avez dit que l'influenceur politique, c'est celui qui est le plus suivi. Et c'est celui mais je t'ai dit ça dans un sens de. On appelle ça l'ingénierie sociale. Je suis pas en train de comprendre. On appelle le raisonnement. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait des campagnes, qui l'ont gagné sans même les réseaux sociaux. Il y a d'autres même qui s'en foutent, la masse les suivent. Moi, pourquoi je vous dis que les réseaux sociaux, pour moi, ce n'est pas une bonne unité de mesure. On ne pourra jamais être d'accord sur ça. Maintenant, si vous voulez argumenter dessus, allez-y. Moi, je vous écoute encore. Mon cher frère, sincèrement, tu n'as rien compris à ce que j'ai dit. Et Dieu m'est témoin que... Attends, aidez-moi à comprendre. Et pourtant, je vous écoute. Tu es sûr? Oui. Comme disait le philosophe Grégoire Biogo, parfois tu tends l'oreille, mais tu bloques l'oreille de l'autre côté. Non. Il faut comprendre globalement ce que je dis. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord, mais essaye de comprendre. Tu me parles de personnes qui ont fait des... Évidemment que toutes les personnes, même si aujourd'hui ça a complètement changé, mais évidemment que beaucoup de personnes qui ont fait carrière politique n'ont pas été dans une démarche systématiquement auparavant. À l'époque, les réseaux sociaux n'avaient pas cette intensité. Je parle de maintenant. Mais aujourd'hui, je suis désolé de te dire, la plupart des cabinets des chancelleries politiques, je parle avec beaucoup de dirigeants, je le sais, dépensent des sommes astronomiques pour une présence sur les réseaux sociaux. Si tu sais pas ça alors que tu es journaliste, ça m'inquiète objectivement. Ça, je le sais. Très bien. Donc, et pourquoi ils le font si mais ce que je sais aussi, si vous acceptez de m'écouter, c'est que nous, par exemple, nos politiques ici n'ont pas besoin forcément des réseaux sociaux pour influencer les paysans là-bas à voter pour eux. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai pas dit que l'un est suffisant. Oui, mais quand vous me dites que c'est une unité de mesure, c'est ce que je suis en train de contester, Kémy. C'est vous qui n'acceptez pas ce que je suis en train de dire, ou peut-être vous ne comprenez pas. Parce que ce que tu dis, je te dis que c'est une unité de mesure. Vous avez la majorité parce que vous êtes les plus suivis sur les réseaux sociaux. Vous me dites que les réseaux sociaux permettent aujourd'hui d'être une unité de mesure de ce que vous êtes en train de dire. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis qu'il y en a qui ne sont même pas intéressés. Mais tu es en contradiction totale avec tous les dirigeants de la planète aujourd'hui, je te le dis simplement. Je te le dis. Ça ne me dérange pas. Parce que les fonds, et je te reprends encore une fois une analyse de Wikileaks qui parlait des dépenses astronomiques
des chancelleries occidentales pour une présence et in extenso africaine, on le sait. Moi, je sais, par exemple, je suis au Bénin, je sais les fonds astronomiques que le président Talon dépense pour avoir une présence, qui n'est même pas d'ailleurs suffisante selon lui, mais une présence plus ou moins importante sur les réseaux sociaux. Tous les présidents africains aujourd'hui font ça. Les dirigeants occidentaux le font. Tu penses que des gens qui sont à la tête des États vont dépenser autant d'argent si c'est quelque chose qui n'était pas une unité de mesure? Parlons de politique sérieuse, mon frère. Ce que tu dis, moi, je veux qu'on parle de votre arrivée en Guinée. Est-ce que vous voulez? Oui, mais je termine par là, c'est mon propos dessus. Voilà, Kémy, laisse-moi poser mes questions, Kémy, maintenant. Mon propos dessus, c'est aujourd'hui, au 21e siècle, je vais te donner la parole, la société Kémy. civile. Tu vas dire tout ce que tu veux à la fin, mais laisse-moi finir le débat. Fais ce que tu veux. En Guinée, 2018. C'est dommage qu'ils soient un peu caricaturales, mais c'est pas grave. Mais je t'aime beaucoup quand même. En Guinée, ne m'aime pas, Kémy. Laisse-moi poser juste ma question. Non, je te la laisse poser depuis tout à l'heure. Vas-y. En 2018, vous avez voulu être en Guinée. On ne vous a pas permis, Alpha Condé a été encore président. Maintenant qu'il n'est plus président, vous êtes venu en Guinée, c'est d'ailleurs d'où nous faisons cette interview. Je voulais comprendre comment vous avez vécu cette frustration. Je parle même d'humiliation. Est-ce que vous vous êtes senti humilié quand on vous a refoulé sur le sol guinéen dans un pays africain? J'en ai rien à foutre de l'humiliation. Je suis pas à ce niveau-là. Je m'en fous complètement. Quelqu'un m'interdit, c'est lui qui se discrédite auprès des autres Africains. Moi, j'arrive à un endroit, on me renvoie à un autre endroit, la vie continue, ça ne m'empêche pas de dormir. Joma FM, c'est aussi en région. À Bokeh, à Kindia, à Mamou, à Labé et à Farana. à Sigiri.